Bonjour à tous pour cette nouvelle émission Star Party du mois de février qui va être un tout petit peu particulière au sens où il ne va pas y avoir de présentation débile. Je suis désolé, messieurs. Non, j'ai séché. Voilà, le truc, j'ai séché, c'est-à-dire j'ai écrit des machins qui me faisaient pas rire. J'en ai écrit qui me faisait rire pour les uns, moins rire pour les autres. Au final, je me suis retrouvé devant un truc bizarre, c'est la page blanche. Et je me suis dit qu'on me pardonnerait aisément, d'abord parce qu'une grande partie de l'énergie des présentations débiles, et je pense que vous comprendrez tous, va être consacrée au malheureux Valentin qui va faire sa Oui, première Star Party avec la spéciale traitement début mars et qui va prendre très cher, je préfère vous l'annoncer tout de suite, avec sans doute pour la première fois une introduction vidéo d'ailleurs, qui, je Ah, pense, fera oui. date. Voilà, Mathieu a deux, trois idées en tête. Donc, n'y voyez absolument aucun désintérêt, mais honnêtement, c'était pas marrant. Donc, je me suis dit, plutôt que de faire un truc pas drôle, autant rien faire. Et donc, je préfère vous accueillir individuellement, comme les personnes chères à mon cœur que vous êtes. Donc, Frédéric Lamagatte, Aurélien Chaperon, Thierry Legault et Mathieu Tequi. Hello. Je vous remercie d'être là, les garçons. Je voudrais d'ailleurs rappeler à Mathieu au passage et le faire publiquement qu'il faudrait remettre un petit coup de pression à Sabine Glohaguin, qui a l'air de penser que j'ai oublié, parce que ça fait 2 mois que je ne la travaille plus au corps pour qu'elle rejoigne l'équipe, mais c'est pas du tout le cas. Donc je vais repartir à l'offensive, mais si d'autres, par d'autres biais, veulent lui mettre un petit coup de pression, c'est bienvenu, parce que je pense qu'elle s'y attend pas. Voilà. Donc ça, au moins, c'est dit. Et puis, Astro Boy a laissé la place à quoi derrière là? Casimir, ben oui, mais alors, on reparlera de la longue lignée de gentils d'où descend Aurélien, on aura l'occasion, s'il y a une remarque sur un Gloubi-Bulga qui ne restera pas impuni, rassure-toi. Mais en tout cas, on va attaquer directement aujourd'hui une émission qui va être assez pragmatique, ma foi, et qui va essayer de répondre à quelques problématiques techniques que se posent pas mal d'astrophotographes qui en ont l'occasion de parler. Donc, on va attaquer tout de suite par la mise en station. Aujourd'hui, je vous propose d'apporter des éclaircissements sur un élément dont on entend beaucoup parler, mais qui reste parfois un peu nébuleux, le binning. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément de quoi il retourne, quels sont les intérêts de ce fameux binning et dans quelles circonstances l'utiliser ou ne pas l'utiliser? Le binning, allez, je me lance. Le binning, c'est le fait de regrouper par rapport au capteur qui est découpé en photosite ou en pixels, comme on dit. On parle plutôt de photosite. C'est plus correct de parler de photosite. Le pixel, c'est plutôt l'élément d'image. Le photosite, c'est l'élément de capteur qui va donner la décomposition en grille, en grille de pixels dans l'image. Le fait de faire du binning, étymologiquement, c'est anglais, c'est le fait de regrouper des pixels. Alors, on peut les regrouper habituellement, on les regroupe par paquet de 4 en carré. Enfin, on peut les regrouper autrement. Il n'y a pas de limitation par paquet de 2. On peut aussi les regrouper par paquet de 9, donc 3 sur 3. Mais le regroupement le plus courant, c'est les regrouper par paquet de 4, donc des carrés plus grands. Alors, ça peut se faire de deux manières. Ça peut se faire soit au niveau de la caméra ou de l'électronique, on va dire globalement, avant que l'image sorte de la caméra, ou ça peut se faire au niveau logiciel. À peu près tous les logiciels de traitement astro, je pense, tous les logiciels de traitement astro, savent faire du binning. Les logiciels d'acquisition aussi, ils savent faire de l'acquisition en binning. Alors, soit là aussi, pour certains, soit commander le binning à la caméra, soit faire de pseudo-binning de l'image avant de l'enregistrer dans un fichier FIT ou SER ou tout ce qu'on veut. Alors, finalement, le fait de faire du binning, ça revient à avoir des photosites plus grands. Si on fait le binning 2-2, donc ça s'appelle 2-2, donc en carré, donc regrouper 4 photosites entre eux, finalement, ça revient quelque part à avoir des photosites 2 fois plus grands en largeur et en hauteur, donc 4 fois plus grands en surface. Ah, on a perdu Thierry. Oui, c'est une explosion on est de plus réseau. 4. en surface et également. On a un parfait exemple de binning 2 par 2. Binning 2, on est... Voilà. Donc, on va faire un binning 2-3. Reprenez vos pauses, il va faire une coupe. Oui. Pas sûr, même pas sûr.
Ça va dépendre du temps que va mettre Thierry à se reconnecter. Non, mais je vous entends, vous m'entendez? Ouais, Là, ça y est, on t'a on te retrouvé. voit. Je sais pas, tout d'un coup, ça s'est arrêté. Oui, donc en fait, l'idée, elle est double. Je pense que l'idée principale, c'est d'améliorer quelque part la sensibilité du capteur, puisqu'on a d'améliorer la sensibilité. De recueillir plus de photons pour chaque, entre guillemets, photosite, puisqu'à ce moment-là, on a des photosites qui sont 4 fois plus grands que les photosites d'origine. Donc, on recueille plus de photons, 4 fois plus, sur une surface évidemment 4 fois plus grande. Alors, ça avait de l'intérêt quand on utilisait nos bonnes vieilles CCD. Et moi, j'ai fait beaucoup de binning quand j'ai commencé dans les années 90. Alors Thierry, excuse-moi, mais comme ça, c'est très saccadé au niveau de l'image. Là, on a l'impression que tu es depuis l'ISS il y a 25 ans, en fait. Ah, Il n'y est plus, là. On est reparti en binning de 2. On fera jamais une émission qui ne sera pas full track. On n'y arrivera pas. C'est un naturel qui a du charme aussi. Hein. Allô, l'ISS, ici Houston. Donc, notre ami Thierry parlait des CCD il y a 25 ans. Et l'avantage, c'est que le binning est matériel et que le bruit de lecture n'est lu qu'une fois pour les 4 photosites regroupés. Ouais. J'arrive toujours pas à bien saisir l'intérêt, en fait. Hein. Ça peut être, sur les caméras CCD, moi, je le faisais surtout pour la couche couleur. Tu poses beaucoup moins et tu gagnes du temps, quoi. Oui, mais tu réduis ton champ aussi, par extension. Oui, mais alors après, l'avantage sur le traitement, le champ est toujours le même. Hein. Le champ est toujours le même. Ah oui, le champ est toujours le même. L'échantillonnage est différent, par contre, oui. Voilà. Mais comme ta résolution d'image, ta finesse d'image est faite avec la couche de luminance, ouais, d'accord. Faire du binning sur la couleur, ce n'était pas problématique, c'était du gain de temps. Non, on va reprendre ça parce qu'on coupera Thierry, la partie où il n'y avait pas Thierry. Tu étais en train de nous parler de 25 ans. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive. Oui, donc voilà. Donc le binning, c'était intéressant à l'époque. Pourquoi parce qu'en CCD, quand on faisait du binning, c'est le capteur qui faisait directement le binning. En fait, le bruit de lecture, il était identique qu'on travaille en binning 1 ou en binning 2. Ça veut dire qu'on n'avait pas plus de bruit de lecture sur chaque photosite en binning, sans binning ou avec du binning. Donc, on gagnait vraiment quelque part en détectivité. Alors, évidemment, comme vous venez de le dire, on ne perd pas en champ puisque la taille du capteur ne change pas, donc le champ embrassé par le capteur ne change pas. Par contre, ça change l'échantillonnage, ça double l'échantillonnage. Alors, si on travaille avec une courte focale, un bon téléobjectif, une bonne lunette, évidemment, là, on va perdre en finesse sur les étoiles. Ce qui n'est pas gênant quand on fait la partie couleur, quand on fait du LRGB ou… Non, mais son est risible, hein, connexion instable, qu'est-ce que tu veux. En fait, ce n'est pas l'ISS il y a 25 ans, c'est la station Mir il y a 30 ans. Oui, Mir. Voilà. Avant que… je suis désolé, mais je ne sais pas ce qui se passe, ça ne m'a pas facilité les autres fois. Tu vas surtout me faire le plaisir d'éteindre la PS4, la PS5 avec lesquelles quelqu'un est en train de jouer dans ton salon. Non, j'ai rien. J'ai un ordi d'allumé derrière, mais il ne fait rien, quoi. Et charge une mise à jour. Désolé. C'est impossible. Non, mais t'excuses pas. Donc, tu disais, ça réduit, on va se retrouver avec un flou sur les étoiles au niveau de la couleur, enfin en tout cas, moins de définition. On va avoir plus d'étoiles carrées, puisque les photosites sont beaucoup plus grands, sont 2 fois plus grands. Donc c'est vrai que quand l'image est fine et la focale est assez courte, on va perdre en résolution. Donc évidemment, sur les couches RGB, quand on fait de la colorisation type LRGB, c'est pas grave, hein, le RGB, il peut être plus flou. Par contre, sur la luminance, évidemment, on va perdre. Là où on ne perdra pas, au moins, c'est si on travaille à grande focale, avec un signe qui n'est pas bon. Donc, si vous avez des étoiles qui font 4, 5, 6 pixels de largeur à mi-hauteur, faire du binning 2 et réduire à 3 pixels, je pense qu'on ne va pas perdre grand-chose. Donc, tout dépend de ce qu'on cherche à obtenir. Avec les CMOS aujourd'hui, le binning est devenu moins intéressant, beaucoup moins intéressant. Parce qu'en fait, dû à la manière dont le capteur est lu électroniquement, on ne gagne plus en bruit de lecture. C'est-à-dire que le bruit de lecture, il est plus constant, qu'on soit en binning 1 ou binning 2.
le bruit de lecture, finalement, si on groupe 4 photosites, eh ben, il va augmenter d'un facteur 2, racine de 4. Et au final, avec les CMOS aujourd'hui, faire du binning hard, c'est-à-dire à la sortie de la caméra, ou faire du binning soft au niveau du traitement, maintenant, ça revient au même. Donc, je dirais que l'intérêt de faire du binning aujourd'hui avec du CMOS, pour moi, je ne vois qu'un seul. Ah, C'est l'échantillonnage. c'est l'échantillonnage. Voilà. Je suis d'accord. Le seul intérêt pour toi, c'est… Pour moi, le seul intérêt, c'est de gagner. Alors, gagner en taille de fichier, si vraiment on est limité en quantité de disques durs disponibles. Bon, je pense que ce n'est plus trop le cas de nos jours. Et puis aussi gagner en vitesse de lecture. Alors ça, c'est intéressant, notamment si on fait certaines formes de planétaires au niveau de lecture rapide, un nombre d'images par seconde rapide, ou pour les gens peut-être qui font des occultations ou autres, on va gagner en temps de lecture, donc en nombre d'images par seconde, en cadence de lecture. À part ça, moi, je ne vois plus l'intérêt, franchement, aujourd'hui, de faire du binning hard avec les CMOS. Donc, binning hard, c'est à l'acquisition, au moment où la caméra sort l'image. On peut très bien faire le binning soft au traitement si on en a besoin. Oh, c'est dommage. Vous m'en voudrez pas, mais il va y avoir en incrustation en direct de la station Mir. Je plaisante pas. Voilà. Voilà, je suis revenu. Oui, mais non, t'inquiète pas, on est suspendu à tes lèvres. C'est à chaque orbite, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Thierry, donc ce que tu veux dire, c'est qu'on peut augmenter la vitesse d'acquisition des images. Alors, si on fait du binning à l'acquisition, si l'image sort binée de la caméra, la lecture va être plus vite, va arriver plus vite puisqu'on a 4 fois moins de photosites. Vu que le poids de l'image est 4 fois plus petit, oui. Voilà, l'image va être 4 fois plus petite en nombre de pixels. Là. Le poids, oui. Le poids, oui. Et donc, la lecture de l'image va être à peu près 4 fois plus rapide. Donc, si vous voulez travailler, moi, ça m'est arrivé de faire du binning sur certaines formes de planétaire ou de lunaire ou de solaire dans certains cas. Quand j'ai une grande focale, par exemple, quand je travaille en H-alpha avec la lunette ou avec le C11 HAT, donc j'ai énormément de focales, puisqu'en H-alpha, il faut attaquer les filtres à f30 souvent. Donc, on attaque les filtres à f30. Donc, quand vous avez une caméra avec des pixels à 2 microns 4, je ne vous dis pas l'échantillonnage de malade qu'on se prend, et en fait, on se prend toute la turbulence étalée sur les photos. Donc, ça ne sert à rien. Donc là, je fais du binning, ce qui me permet d'avoir une cadence d'image 4 fois plus élevée. Donc, au lieu de travailler, par exemple, à 20 images par seconde, je travaille à 80 images par seconde. Ah d'accord, tu veux dire qu'on a le même type de gain qu'en diminuant le champ de la caméra. Quand on crop, c'est le même type de gain. Voilà, si vous partez avec un capteur qui a 20 mégapixels et que vous lui demandez de faire du binning 2.2, eh bien, vous allez retrouver avec 5 mégapixels à la sortie de la caméra. Donc, ça va 4 fois plus vite en lecture. Vous avez des fichiers qui sont 4 fois plus petits, mais évidemment, vous avez un échantillonnage qui est 2 fois plus lâche. C'est-à-dire que si vous partez d'un échantillonnage de base à 2 secondes d'arc par pixel, par photosite, vous allez retrouver avec un échantillonnage à 4 secondes d'arc par pixel. Donc, évidemment, ça peut vous gêner en termes de finesse d'image au final. Ça doit être pour ça que j'en fais pas. Alors, du coup, toi, tu croppes. Mais alors, la question tout con, c'est pourquoi les dernières CMOS proposent du binning, et il me semble que la 2600 propose carrément un binning hardware. C'est indiqué chez Zuo dans la plupart des notices, même dans la 1600, c'était noté. Mais ce n'est pas du hardware. Il me semblait que la 2006, c'était en hardware. La 294. La 294, celle-là, pardon. Alors, voilà, c'est différent parce que c'est une quad de pixels, si je ne m'abuse. C'est ça. Et donc, en fait, c'est plutôt 463 microns. C'est la taille native. Et alors après, ils ont débloqué le… Ils ont débiné. Toutes les caméras que je connais, moi, elles sont capables de, entre guillemets, de faire du binning.
vous pouvez, Oui. le logiciel d'acquisition, Oui. dans les paramètres de commande, il peut lui commander de faire du binning. Maintenant, en fait, la manière dont est lu le CMOS, ça ne va rien changer par rapport à un binning soft que vous allez faire au traitement, une fois les images acquises. Je vais prendre un exemple. Vous partez de votre capteur à 20 millions de pixels, et puis vous avez un bruit de lecture, vous avez réglé le gain, vous avez un bruit de lecture à 1 électron par photosite. Bon. Quand on travaillait avant avec les anciennes avec les anciennes CCD, les capteurs CCD, quand on lui demandait de faire du binning, supposons on avait 1 électron de bruit de lecture, eh ben on se retrouvait avec ces regroupements de photosites 4 par 4, on gardait ce 1 électron de bruit de lecture. Donc, c'était intéressant parce que, au détriment d'une perte d'échantillonnage, on gagnait pas mal sur le rapport entre les photons qu'on recueillait et le bruit de lecture. Rapport signal-bruit x4. Voilà. Aujourd'hui, avec les CMOS, en fait, vous partez d'un CMOS en binning. Alors, je pense qu'on va faire un jeu, c'est-à-dire que on va demander aux internautes de calculer la vitesse à laquelle se déplace Thierry en orbite autour de la Terre pour savoir en combien de temps il fait le tour par rapport aux coupures qu'on a. Je pense que ça peut être intéressant. Donc je termine. Je ne veux pas monopoliser la parole, je termine. Donc, vous partez aujourd'hui d'un CMOS, capteur CMOS qui a 1 électron de bruit de lecture en binning 1. Vous lui demandez de faire du binning 2,2. Eh ben, vous allez vous retrouver avec un bruit de lecture à 2 électrons. Parce que c'est la racine carrée, hein, donc vous regroupez 4 photosites qui ont chacun 1 électron de bruit de lecture. Donc, racine de 4, ça fait 2. Donc, en schématisant, enfin en résumant, vous partez d'un capteur qui a 1 électron de bruit de lecture à un gain donné. Vous lui demandez de faire du binning, vous vous retrouvez avec, sur vos photosites binés, avec 2 électrons. Mais si vous faites la même opération au traitement et non plus à l'acquisition, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous retrouvez avec des photosites avec 2 électrons de bruit de lecture. Donc, vous vous retrouvez avec la même chose. Donc, au final, vous n'aurez rien gagné ni perdu. Donc, le conseil, il est plutôt aujourd'hui avec ces CMOS, de dire on ne fait pas de binning à l'acquisition. Si on veut en faire, on pourra toujours en faire au traitement et ça sera le résultat identique. Alors, question bête, Thierry, et merci pour toutes ces explications parce qu'elles sont éminemment précieuses. Si on change l'échantillonnage, est-ce que les besoins mais c'est très régulier, hein, vraiment, quand je parle d'orbite, je pense qu'on est pas mal. Les besoins en autoguidage, est-ce que ça apporte une souplesse au niveau de l'autoguidage? Pas du tout, ça joue pas du tout. Tu peux reposer la question parce que j'ai refait une orbite. Le fait que, oui, on a vu, le fait que l'échantillonnage soit modifié, est-ce que ça modifie la permissivité au niveau de l'autoguidage? Alors, si vous voulez faire du binning sur l'autoguideur. Alors, si on peut en faire sur l'autoguideur aussi. Alors, oui, alors, faire du binning sur l'autoguideur, c'est toujours possible. C'est pareil, si vous avez un autoguideur avec des photosites petits sur une grande focale, mettons un diviseur optique sur un télescope à grande focale, faire du binning, parce que faire de l'autoguidage à, je sais pas, 0,1 seconde d'arc par pixel, je ne vois pas trop l'intérêt. Vous allez courir après la turbulence et l'agitation de l'étoile. Donc là, vous pouvez faire du binning. Voilà, ça ne mange pas de pain. Vous avez une cadence d'image un peu plus élevée, puis vous avez une meilleure détectivité. Donc, vous allez pouvoir quand même chercher une étoile un peu plus faible. Donc, ça peut être intéressant. Faire du binning sur le capteur principal, là, effectivement, faire du binning sur le capteur principal, c'est exactement comme si vous aviez le même capteur, la même caméra, mais avec des photosites deux fois plus larges et 2 fois plus hauts. Voilà, c'est exactement ça au final. Au point de vue échantillonnage, au point de vue permissivité du guidage. Donc, effectivement, ça va vous relâcher un peu les contraintes d'autoguidage. Encore une fois, au détriment d'une perte de finesse d'image, si les images sont suffisamment fines. Hein. Si vous travaillez à courte focale avec un bon instrument, clairement, le binning, ça va vous faire perdre de la finesse. Si vous êtes à très grande focale avec de la turbulence, vous n'allez pas perdre grand-chose ou même rien du tout. En gros, c'est utile que pour le planétaire, cette histoire. Ça n'était utile que pour le planétaire.
Ou est-ce que vous Non. l'avez utilisé les uns et les autres pour le ciel profond? Avec le CMOS, mais avec les CCD, Enfin, je parle avec CMOS, hein, pardon. Ouais. Avec Voilà. le CMOS, moi je rejoins Thierry. Il est très utilisé sur les caméras d'autoguidage quand on est par exemple à f7 sur un Celestron avec un C11. Et donc par exemple, la caméra de guidage type, c'est la 178 qu'il faut prendre, qui a déjà des gros pixels, mais vu l'échantillonnage qu'on a, par exemple avec un C11 à f7, ça nous permettait, si tu veux, d'améliorer la détectivité aussi des étoiles, d'augmenter du coup aussi la cadence à laquelle tu reçois les images. Donc au niveau de ta caméra de guidage, elle était aussi plus permissive. Et voilà ce qu'on a vu par rapport à ces caméras de guidage à grande focale. À petite focale, ça ne sert à rien. D'accord. Petite focale ODO, ça ne sert à rien. Ou alors vraiment, non, même à la lunette guide, si tu veux, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, parce qu'en faisant du binning sur le capteur d'autoguidage, là, vous allez avoir des photosites 2 fois plus grands, donc vous risquez de perdre en précision d'autoguidage. Si la focale qui est devant l'autoguideur est relativement courte. Ce qu'il faut voir aussi maintenant, c'est qu'on a des caméras avec on a eu des caméras avec des photosites de plus en plus petits. Moi, quand j'ai commencé à CCD au début des années 90, les photosites étaient énormes. Moi, j'ai commencé avec du 9 microns. Du 9, ouais. Et en dessous de 9 microns, il n'y avait pas grand-chose. On trouvait du 9 microns, du 10 microns, du 14 microns, du 20 microns. C'était monstrueux par rapport à ce qu'on a maintenant. Aujourd'hui, les CMOS, on a du 4 microns, même du 3, du 2,4, du 2. On descend fort, hein, y compris au niveau des capteurs principaux ou des capteurs d'autoguidage. Donc là, autant à l'époque, travailler avec des grandes focales, avec des pixels de 10 microns, ça avait du sens. Aujourd'hui, travailler à, je ne sais pas, vous prenez un C14, c'est à 4 mètres de focale, vous mettez des photosites à 2 microns 4 dessus. Alors, l'échantillonnage, je ne vais pas le calculer de tête, mais c'est ridiculement petit. Donc là, après, si vous avez une image qui est totalement empâtée par la turbulence et les défauts de suivi, je dirais autant faire du binning. Mais au niveau du guidage. Au niveau du guidage, oui, ou même au niveau du capteur principal. Si vraiment on voit que la FWHM sur les étoiles, elle est à je sais pas, beaucoup de 5, 6 pixels, 8 pixels, ça peut arriver. Hein. Il y a des endroits où le signe est très mauvais et les focales sont très grandes et les photosites sont petits. Là, on se dit, bon, après tout, je fais du binning à l'acquisition, je ne perdrai rien, j'aurai des fichiers plus petits et puis le temps de traitement sera plus court. Voilà, mais vous ne gagnerez pas en bruit au final par rapport à un binning fait au traitement. D'accord, donc intéressant pour les caméras CCD, sans grand intérêt pour les caméras CMOS. Voilà, l'intérêt du binning, il a quand même beaucoup diminué avec le CMOS. D'accord. Fred, Aurélien, Mathieu, c'est un truc que vous avez abandonné en passant à la CMOS? Alors, ouais, moi j'ai utilisé le binning avec la CCD à l'époque, mais juste sur les couches couleurs. Juste sur les couches couleurs, parce que même derrière le Richter chrétien, même sur une grosse focale, sur la couche principale, je préférais ne pas faire de binning, quoi. Parce que je perdais en finesse, quoi. Après, il faut voir par rapport à l'échantillonnage aussi, quoi. C'est un échantillonnage de 0,30, 0,40. Le binning 1, c'est pas forcé que ça passe. Il faut avoir le ciel après qui suit. Donc là, comme dit Thierry, pourquoi pas passer en binning 2, il n'y a plus grand-chose à perdre. Mais sur une CCD, l'avantage, c'est que tu gagnais pas, tu prenais pas de bruit en plus, quoi. Sur une CMOS, moi, j'en fais pas. J'en fais pas parce que l'ennemi, c'est le bruit. Donc, sur une CMOS, juste sur les caméras de guidage, sur les grosses focales, mais après, au-delà de 500, 600 focales, de toute façon, je reste, même en guidage, je reste sur du binning 1. Après, en autoguidage, si vous avez du mal à trouver une étoile, on sait que sur une lunette guide, on sait la dépointer, donc on arrive toujours à trouver une étoile brillante. Mais sur un diviseur optique, ce n'est pas toujours facile de trouver une étoile guide qui soit suffisamment brillante. Donc là, le binning peut être intéressant si la focale devant l'autoguideur n'est pas trop courte. Là, ça peut présenter des avantages. Donc, on peut
Puis c'est Exemple, facile maintenant, on peut essayer les deux. Oui. exemple bête sur, mettons, quelqu'un qui aurait, je vais prendre l'exemple d'un breton anonyme qui aurait une lunette de 1240 de focale avec un diviseur optique et une caméra ZWO 120 pour Ouais, le un petit guidage. champ. Lui, ça mériterait de Ouh. passer en bin 2 au niveau Ouais. Ah oui, oui, parce Ouais, que ouais. Alors, guidage. alors, Ah oui. quel échantillonnage ça ferait au niveau de l'autoguidage? Elles font combien ils font combien les photosites de la 120? elles font 3,75. 78. Ouais. Je vais calculer. Ouais. 3,75 ou 3,8. Ouais, quoi c'est ça. 15. Et la focale, elle fait combien? 1240. 1240. Ça te fait un échantillonnage de 0,62 en binning 1. Donc ça fait 1,20, 1,30 en binning 2. Ouais, c'est très bien. Moi, je passerai en binning 2. Alors, C'est jouable parce qu'aujourd'hui, les algos d'autoguidage, ils Ah oui. arrivent à guider à la fraction de pixels. Hein, donc, Ah oui, fraction oui. de pixels. Donc, si tu as du mal à trouver une étoile guide et que du coup, les poses, soit on a du mal, on ne trouve pas d'étoile guide, soit on trouve une étoile guide, mais les poses sont un peu longues en autoguidage, faire du binning, pourquoi pas. Ouais. Bon, enfin, à ce moment-là, il faut essayer les deux. Hein. Faire une brute en bin 1, une brute en bin 2, voir si les étoiles sont aussi fines sur l'une que l'autre. Et puis après, si ça marche, c'est vendu. Hein. D'accord. le seul truc que je ferais aussi, c'est par rapport à la taille du capteur de ta caméra de guidage. À 1240, la 120, elle a un tout petit capteur. Mmh. Derrière, ils ont mis la 290 avec un capteur un petit peu plus gros. Là, le binning va être intéressant parce que les photosites, ils sont que de 2,9 sur celle-là. Donc là, ça va être encore plus intéressant et tu vas avoir un champ un peu plus grand. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti pour les grandes focales plutôt la 178 avec des gros pixels, donc 5,7, je crois, un truc comme ça. Enfin, oui, un truc comme ça. Et un capteur relativement large. Ce qui fait que tu es sûr quasiment d'avoir des étoiles guides dans le champ, même en bin 1. Alors, je rebondis un petit peu aussi. Je vais parler de la 294 qui, elle, donc, a une particularité d'être en bin 2 native, on va dire. Et à la limite, celle-là, est-ce qu'on peut trouver un avantage de shooter en bin 1? Il y en a beaucoup qui disaient la même chose que Thierry, c'est-à-dire que, à l'inverse, autant faire un drizzle software plutôt que faire du bin 1 en acquisition avec la 294. Ah oui. Voilà. Et oui, effectivement, mais effectivement, il y a aussi la question de la dynamique qui arrive, puisque en théorie, en binning, vous gagnez un facteur 2 en dynamique. Alors, je dis en théorie parce que suivant la manière dont la caméra fonctionne ou le logiciel d'acquisition fonctionne, ce gain-là, il n'est pas forcément visible dans les fichiers au final. Vous gagnez un facteur 2 parce que vous gagnez un facteur 4 en capacité, puisque vous regroupez 4 photosites, mais vous gagnez un facteur, enfin, vous perdez un facteur 2 en bruit, donc 4 sur 2, vous devez gagner un facteur 2 en dynamique. Mais ça reste à vérifier quand même. Parce que j'ai vu des softs d'acquisition qui ont des comportements différents, ou des caméras peut-être, je ne sais pas derrière, qui ont des comportements différents. Et voilà, le gain, il est à vérifier, il est pas garanti en fonction de la manière dont le soft remplit la dynamique dans le fichier FITS. C'est ça. Merci beaucoup pour vos avis très éclairés et pour ce véritable cours, Thierry et les garçons. On va passer immédiatement à l'alignement polaire. Une fois résolues les problématiques de choix entre télescope et lunettes, une fois le problème de la monture réglé, la caméra choisie, avant d'entamer la partie traitement, qui ne va pas être triste non plus, il faut aussi choisir le système avec lequel on va piloter son setup et gérer ses acquisitions. Ça n'est qu'une des nombreuses joyeusetés de l'astrophotographie. Pour ce faire, de nombreux logiciels ou systèmes autonomes existent, parmi lesquels, je vais citer un peu dans le désordre et je ne vais pas être exhaustif, Séquence Generator Pro ou CSGP, Nina, Voyager, dont Nicolas Quizillon a expressément demandé à ce qu'on parle, APT, le fameux merveilleux acronyme APT pour Astrophotographie Tools, il y a StellarMate également qui propose un système, Azier évidemment, et j'en oublie certainement. Messieurs, selon votre expérience, quel logiciel aimez-vous utiliser? Quels sont les points forts et faibles de ces différentes solutions? Et avant, je voudrais rappeler qu'il y a aussi des solutions spécifiques pour le planétaire, par exemple, comme SharpCap,
Fire qui Capture. sont, ou Fire Capture, qui sont très bien également. Donc, on voulait vos retours On est d'expérience. nombreux à Alors, utiliser Nina, là, non? Voilà, moi c'est ce que j'ai dit. Je vais laisser Fred parler de Nina parce que je crois que c'est lui d'ailleurs qui l'a fait découvrir à quasi tout le monde. Dans notre coin, oui, si. Dans notre coin, si. Et Ben, du coup, moi, je parlerai d'APT que j'ai utilisé dès le début et dont j'étais vraiment extrêmement content. Et en fait, la seule raison pour laquelle je suis passé à Nina, c'est parce que APT à l'époque ne proposait pas de mise au point automatique. Donc voilà, il y avait des petites contraintes au niveau de certains logiciels. Aujourd'hui, elle le propose. Donc je savais pas. si, aujourd'hui, elle le propose Ah, avec une non. vCurve, etc. D'accord. Donc, il n'y a aucun problème avec ce logiciel que j'ai beaucoup aimé, qui fonctionne en plus avec toutes les caméras, appareils photo. Enfin, vraiment, il est très, très complet. Et j'avais aucun. Tu trouves pas, Aurélien? Si. J'ai utilisé un 30D qui est. Qui n'était pas passé, peut-être. Ouais, c'est normal. D'accord. Mais si, je travaillais avec aussi. Et j'ai eu la même démarche que toi, parce qu'à l'APN, c'était avec APT que je Ouais. débutais. Et pour moi, ça a été concomitant avec mon utilisation des caméras Astro dédiées. Et je suis passé à Nina tout de suite, sans passer par la case SGP notamment, puisque c'est un peu le cursus que j'ai pu voir de ci, de là, dans les groupes Facebook. APT, en plus, c'est un logiciel qui est gratuit pour une grande partie du soft et payant, mais à un prix dérisoire. Je crois que c'est 18 si on euros. veut avoir, oui, c'est ça. Ouais, Si on veut avoir la suite du logiciel avec des trucs un petit peu plus complets, mais on peut déjà faire des acquisitions entières en automatisation avec la partie gratuite de soft. La seule chose après qu'on peut reprocher, c'est peut-être je vais pas dire l'ergonomie, on va dire. Il est peut-être pas très attrayant, mais on va dire quand on a vu PixInsight, on trouve tout joli après. Donc, voilà, c'est personnellement APT. Voilà, moi je le recommande. Ouais, non, moi j'ai commencé avec APT Il aussi y à a l'époque. Nina et qui, Moi j'ai commencé avec APT aussi. Ah bah oui. Et même si voilà, je conseille Nina, enfin je conseille Nina, je suis avec Nina parce que on ne change pas une équipe qui gagne, on va dire, ça marche très très bien. Non, puis Et elle est plutôt puis bonne, quoi, il y a des mises à jour régulières et comme en solution. plus, ah oui, et en On est plus, délicat, Aurélien, merci. Quoi? non, la grande force de ces deux softs là pour moi, APT et Nina, c'est aussi la gratuité, il faut dire ce qui est. Ouais. C'est que les autres, quand on prend SGP, Voyager, alors qui est très très bien, et soit vous avez vu, soit je peux en parler un petit peu, mais c'est des softs payants. Alors Voyager, c'est un soft payant, mais la grande force qu'il a priori, après avoir parlé aussi à Nico, c'est qu'il utilise aussi l'intelligence artificielle. Alors je ne sais pas laquelle, Pas la mais mienne. pas Pas la la mienne. tienne. Mais il utilise l'intelligence artificielle en fonction du matériel qu'on va avoir pour améliorer le guidage, améliorer nos courbes, améliorer les acquisitions. Enfin, Pour anticiper. ouais. Il anticipe un petit peu tout ça. Donc, si on image avec donc même lunettes, même monture, etc., de manière régulière, eh ben, il vient faire des petites mises à jour, on va dire, et des petits ajustements grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et après, il peut aussi tout gérer, c'est-à-dire aussi bien l'automatisation de la nuit que l'automatisation avec station météo, avec un dôme, avec tout ce que tu veux. Oui, mais il est en relation avec d'autres softs. Il faut d'autres softs, je crois, non? Comme les Ah bah, acquisitions, il ne les fait pas, lui. C'est pas oui, pas mais lui tout qui fait les comme, acquisitions. on va dire APT qui vient utiliser PHD2, par exemple, ou Nina qui utilise aussi des logiciels de Oui. guidage Mais je veux dire, externes. lui, c'est vraiment, même pour l'acquisition, il ne se sert pas faut pas Ah avoir oui, d'autres softs, tu vois, style, je ne sais pas, The Sky ou Maxime, ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est un soft qui gère d'autres softs, quoi. C'est Un ça. peu comme fait, comment ça s'appelle, celui qui a créé PHD Max. Oui, De l'eau, oui. Laurent Laurent, ouais, Bourgon. il a fait le même type de soft, en fin de compte. Oui. Tu gères C'est tout ça. à partir d'un seul soft. C'est lui qui va t'ouvrir tel logiciel pour l'acquisition, tel logiciel pour le guidage, tel logiciel pour la focus automatique. Moi, j'ai essayé, celui que tu parles là, de Nico,
Ouais, usine à gaz. Voyager, ouais. Ouais, au début, c'est chaud, quoi. Alors, je me C'est suis parce, pas. c'est parce qu'effectivement, les logiciels d'acquisition qu'on a utilisés à côté, pour moi-même, sont déjà des usines à gaz. Bah, oui. Donc, c'est compliqué après de gérer via un soft d'autres softs qui sont Et voilà, donc un peu plus compliqués à gérer. et en plus, ça ajoute, si tu préfères. Moi j'aime bien le principe. Le principe, je le trouve cool. Mais déjà qu'avec un seul soft qui gère tout, tu n'es pas à l'abri de panne, tu vois. Ouais. Là, il faut que tu gères des plantages qui peuvent avoir, tu vois, encore d'autres softs. Enfin, j'aimerais, mais les nuits, on n'en a pas assez. Les nuits sont trop rares pour prendre ce risque, quoi. C'est Et fou, quand même. du coup, Nina est plus intégrée comme solution. Nina, hormis PhD qui est en externe, Nina, maintenant, c'est vrai qu'au début, quand j'ai connu, j'ai connu Nina, bon, ça a évolué au fil du temps. Maintenant, c'est hallucinant. Tu peux gérer le toit de ton observatoire, que ce soit un roll-in, tu sais, abri roulant ou une coupole. Tu peux absolument, elle gère tout, hein, tout. Absolument tout, quoi. Elle a pris de l'ampleur. Tout, quoi. Mais dans un seul soft. Il n'y a pas le guidage. Et le guidage, elle se sert en externe. Ouais, mais il n'y en a pas un natif ou avec MGEN, là, ou je ne sais plus quoi. Là. MGEN. Ouais, c'est pas MGEN. C'est... Ouais. Si, je crois que le Lacerta, ça doit s'appeler comme ça, il me semble. Ouais, le Lacerta. Ah, ça. Le McGain. Ouais, mais alors du coup, Nina est gratuit, lui. Nina est gratuit. Ouais, parce que SGP, qui est même séquence générateur port, lui, il est passé, alors il était payant, mais je crois qu'il est passé sur une formule à abonnement en plus. Maintenant. Oui, c'est grâce à ça que j'ai connu Nina, parce que j'ai trouvé ça un petit peu limite comme. Moi, c'est ce qui m'a fait fuir SGP, moi. Tu dis disons que j'ai eu SGP avant Nina, et alors en plus des plantages que j'avais très souvent avec SGP, bon, ça peut arriver, mais le jour où c'est passé de payant, voilà, comme classique à abonnement, je dis non, là, c'est bon, quoi. Ça revenait plus cher et voilà. Et moi, j'avais pas mal de problèmes. J'ai eu pas mal de problèmes avec SGP. Alors, c'est dur de pas d'incriminer SGP, c'est clair, mais c'était bien lui le problème parce que du jour où je suis passé avec Nina, tous les problèmes que j'avais avec SGP, je ne les ai plus avec Nina, quoi. Un soir, alors c'était très compliqué parce qu'un soir, c'était dans SGP, c'était je sais pas moi, l'autofocus qui déconnait. Alors dans le log, ça te mettait toujours, voilà, problème externe. Donc, tu vois, c'est pas moi le coupable, mais sûrement le driver de ton robot focus. Alors on cherche comme des couillons. Et après, c'était bon, il y a plein de problèmes. Et tu vois, cette formule abonnement, quelque part, moi, j'ai trouvé, c'est bien que ça soit passé parce que du coup, ça m'a permis d'aller voir ailleurs. Et voilà, je suis tombé sur Nina grâce à un pote, Ludo, qui est tombé dessus, en fait. Et j'ai fait le bêta-testeur. Je suis allé, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. L'autre, il ne marche plus. Et puis, nickel, quoi. Franchement, nickel. Ça marche bien, ça fait le taf, c'est gratuit. C'est pas négligeable. C'est open source, si vous voulez participer. Après, il y a d'autres logiciels que j'ai testés. J'en ai testé plein. De très bons softs, il y en a plein, mais bon, qui sont payants. Prism, par exemple, est un très bon soft, mais il fait peut-être un peu trop de choses pour ce que moi je demandais, tu vois. Moi, je voulais juste, faire juste mes acquisitions. Prism, on peut tout faire avec Prism. C'est assez impressionnant, même le traitement, quoi. Donc, Prism, je pense qu'il est plus adapté à des observatoires à distance, voilà. Parce que là, tu fais absolument tout avec le même soft. Prism a même son guidage intégré, donc il n'a pas besoin de PhD. Il a son propre module de guidage. Enfin, on peut faire des recherches d'exo. Ultra complet, quoi. Mais moi, c'est pas ce que je recherchais, quoi. Donc, Nina me va bien. Oui, c'est plus simple. Aurélien, toi, tu es sur Nina aujourd'hui? Enfin, avec le logiciel Nina, parce que je fais toutes les nuits, dès que je peux. Non, c'est pareil. Là, c'est Fred qui en avait parlé. C'est arrivé concomitamment avec mon passage à la caméra Astro également, ce que je disais tout à l'heure. Donc, j'ai testé, tout de suite approuvé. Il y avait un côté intuitif qui faisait que ça tombait sous le sens. Oui. Tout est bien placé au bon endroit, quoi. Oui, puis il propose aussi des systèmes que certains softs n'ont pas. Je pense notamment aussi, je reviens sur la mise au point, et ça permet de rebondir aussi sur l'ASIR.
L'Azière que j'ai eu, qui est absolument génial si on a tout compatible ZWO, même s'il fait aussi certains appareils réflexes, je crois. Oui. Voilà. Ouais, mais il n'est pas sinon, fou. Le propriétaire de alors, réflexe étant tenté un jour de passer sur une caméra monochrome ou couleur, mais en tout cas une CMOS, passera obligatoirement sur une ZWO puisque le système n'est compatible que ZWO. c'est ça. Mais non, moi, ce qui m'a gêné, c'était principalement par rapport au Focuser, où j'avais eu quelques petits déboires avec l'EF. Alors, non pas sur une lunette, où là, il fait très, très bien le taf, mais par rapport au système de mise au point intégré à l'Azière et l'EF, c'était pas forcément toujours pour moi, j'avais pas toujours une bonne mise au point. Donc, soit ils intègrent le système de compensation, comme on peut voir dans Nina, qui est absolument génial. Et à ce moment-là, je pense que là, il peut faire fureur. Soit sinon, ils améliorent un petit peu leur Focuser aussi, avec, on va dire, une construction un petit peu moins aléatoire au niveau du backlash. Et puis, C'est la démultiplication, ouais. Facile à réparer, facile à réparer. facile à réparer maintenant, oui. Ouais, Mais voilà, l'Azière, pour moi, c'était une solution géniale. La seule chose, c'est on va dire l'entière compatibilité avec uniquement du matériel ZWO. Pour faire synthétique, moi honnêtement, SGP, j'ai trouvé que c'était usine à gaz, mais ça c'était dans mes débuts d'astrophoto, je me suis rendu compte que tout était une usine à gaz, mais j'ai trouvé que celui-là était quand même particulièrement copieux, avec des fenêtres partout où tu as vite fait de te paumer si tu as le malheur de cliquer où il faut pas. Mais le soft en lui-même était plutôt sympa à utiliser, mais c'est vrai que cette histoire d'abonnement, c'était insupportable. Là, visiblement, en ce moment, Nina a l'air de remporter beaucoup, beaucoup de suffrages, aussi de par sa gratuité. Donc, vous, aujourd'hui, vous travaillez là-dessus et vous n'en bougerez pas, dans l'immédiat, on s'entend. Là, pour l'instant, il n'y a pas de raison de changer. Même si demain elle devenait payante, je pense que j'y resterai quand même. Oui, parce qu'il fait aussi des mises à jour très, très régulières. Ouais. Et il est vraiment hyper actif. Qui rajoute des fonctionnalités. Et qui rajoute des fonctionnalités. Parce que là, beaucoup de softs de style SGP font des mises à jour pour corriger des problèmes qui ne sont jamais corrigés. Oui, les bugs. Et pas d'ajout de fonctionnalités souvent. Alors que Nina, à chaque mise à jour, surtout sur les versions bêta, il y a souvent des fonctionnalités. Attention, Fred, si tu as l'abonnement aujourd'hui, tu as les nouvelles fonctionnalités de SGP. C'est si tu n'es pas abonné et que tu avais acheté la version d'avant, tu restes condamné à la version d'avant. Tu ne peux plus bénéficier des updates. Mais je veux dire, tu as ton abonnement, tu as ton SGP avec des nouveautés, mais sur les mises à jour qu'il y aura d'SGP, il n'y aura pas forcément toujours des nouveautés. Quoi. Non, il y aura beaucoup de bug fixes. Voilà, c'est souvent pour corriger des bugs. Enfin, moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça a rajouté plus que ça en corrigeait, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et Nina, surtout sur les versions bêta, à chaque nouvelle version bêta, il y a une nouvelle fonctionnalité. Quoi. C'est vraiment. C'est dense. Ils sont hyper réactifs. En plus, il a un avantage, il est en français. Aussi. Ouais, ça, c'est pas mal. J'en connais que deux softs, Prism et Nina, qui sont en français. APT, il l'a. APT, c'était les sous-titres, non? Non. Ah, oui. Les infobules étaient en français. L'interface restait en anglais, mais quand tu passais ta souris, tu avais l'infobule en français. C'est ça. Donc, qui déjà, ma foi, c'était. Moi APT, avec la PN à l'époque, je me servais que de lui, ça marchait très très bien aussi. Ouais. À l'époque, moi, je n'étais pas encore sur les retournements de méridien, je n'étais pas sur les autofocus, tout ça. Donc, moi, c'était impeccable, quoi. Bon, donc, pour clore le débat, vous conseilleriez Nina à ceux qui. Nina. Ça, c'est sans équivoque côté Fred. Des actions, alors Nina. Non, je rappelle, c'est open source, participatif. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de schéma commercial en vue. L'horizon est clair. On n'a pas trop parlé de The Sky X ou The Sky 10, je ne sais pas comment on dit. J'ai testé un petit peu sur les recommandations de Valentin à une époque. J'avais oublié de vous dire ça. C'est complet aussi. Je n'ai pas tout vu parce que je ne l'ai pas utilisé longtemps. Et je crois même que je n'ai pas réussi à utiliser pour une session, notamment mise au point, astrométrie. C'est assez lourdingue. Ouais, à la base, elles sont surtout fournies avec leur monture, je crois. Ouais, mais ça marche, ouais, je l'avais testé aussi. C'est pas mal. Il y a une chose, tu vois, d'ailleurs, c'est bien que tu parles de The Sky, parce que tu vois, on a parlé de Prism, mais je ne m'en suis pas rappelé. Il manquerait qu'une chose à Nina, c'est une petite carte du ciel. Ah ouais.
Ouais, Petite carte du ciel, oui. alors pas aussi bling bling que Stellarium, parce que ça alourdirait trop le logiciel, mais une petite carte du ciel, tu vois, comme il y a dans Prism, où tu vois un petit peu la Oui, différence du eh point, ben, tu vois. c'est pour ça que j'utilise encore Stellarium et que je communique Mm. avec Nina. Ouais. Alors oui, c'est vrai qu'on Euh, peut communiquer, mais mm. ça serait sympa, ouais, dans Nina, de rajouter une petite carte du ciel, pas forcément un truc super bling bling, hein. Il y a des prémices quand même pour le cadrage. Bon, tu as le Oui, moyen voilà. d'avoir. Mais bon, je vois dans mon Ne pas club, bon, naviguer dedans et voir l'évolution au cours de la nuit et compagnie. Ouais. ouais, ouais, ouais. Ou voir des fois ce qu'il y a à côté, Mm. tu veux faire tel objet et tu sais pas trop s'il y a à côté. Tu vois, par exemple, pour ceux qui font pas de. Moi, je vois dans mon club, quelques-uns s'y sont mis. Alors, c'est des néophytes, hein, 70 ans pour certains. Et ben, ils se servent par exemple, de Stellarium. Ils regardent quel objet ils vont shooter. Donc, ils rentrent cet objet dans Nina. Et pour faire la mise au point, et comme ils sont souvent sur un APN, ils cherchent une étoile à proximité. Et cette étoile à proximité, ben, ils reviennent, tu vois, sur Stellarium. Ah, alors là, admettons, hein, je fais la rosette. Alors, la rosette, il y a une étoile pas loin. Là, je vais faire ma map là-dessus. Mais tu vois, il est obligé de réduire Nina, Mm. revenir sur Stellarium. Alors que si c'était. C'est eux qui me l'ont fait remarquer, en fait. On Oui, m'a dit, oui. c'est bien, mais il y aurait un petit truc, ça serait cool, quoi. Nous, on Ah, n'en ressent pas l'utilité, mais peut-être que pour les néophytes, ouais, effectivement. D'autres points à rajouter ou est-ce qu'on peut considérer qu'avec Nina, là, on a fait le tour et c'est carré dans le domaine? C'est bon, eh Non, ben c'est bon. Merci beaucoup, messieurs. Je vois que Thierry a cessé ses orbites. Ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, on va passer immédiatement à la rubrique Pletsolve. Et pour cette rubrique Pletsolve, Aurélien va s'atteler aujourd'hui à la présentation d'un objet qui fait son apparition dans le ciel là maintenant, qui est le triplet du lion. Tout à fait, Serge. Non, Thierry, pardon. Tout à fait, C'était Thierry. Magnéto, Serge. Voilà. Oui, mais tout à fait, Tout à fait, Thierry. Thierry. Bon, et pour ça, je vais utiliser Stellarium pour illustrer un peu mon propos. Donc, ce que je vous propose dans Stellarium, c'est de vous projeter au 2 mars prochain, qui est la date de la nouvelle lune, sur l'horizon sud. Et puis, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a la constellation du Lion qui vient de se lever depuis quelques minutes déjà, mais qui est au-dessus des 30 degrés d'altitude, ce qui est toujours intéressant pour limiter les phénomènes de turbulence et de pollution lumineuse quand vous en avez. Alors, j'enlève la grille azimutale. Le triplet du Lion, il est situé ici, en fait, à ce niveau-là. Bon, il y a la galaxie du hamburger à proximité. Là, je suis à 21h30 pour débuter la nuit. On sait qu'à 1h40, il y a un passage au méridien du triplet. Et puis, vous pouvez poursuivre de l'autre côté du méridien jusqu'à à peu près 5h30. Ensuite, vous rentrez dans les périodes où le jour se lève et où cette constellation, ou en tout cas ce triplet, descend en dessous des 30 degrés dont je viens de parler précédemment. Alors, on va revenir au méridien de manière à zoomer un petit peu plus sur ces galaxies, puisque triplet, on va parler de trois galaxies spirales. Voilà, sur lequel je vais me zoomer et on va pouvoir les regarder en détail. Donc, on a effectivement donc, trois galaxies, dont M66 et M65 dans le catalogue de Messier. C'est Messier et Méchain qui les ont découvertes. La date, je ne sais plus, c'était au moins au 18 ou 17e siècle, je ne sais pas. Et plus particulièrement, la galaxie du hamburger, NGC 3628, qui, elle, n'est pas dans le catalogue de Messier. Galaxie du hamburger, puisque si on se rapproche un petit peu, la zone de poussière sombre en son centre, il y a un fin gourmet qui a dû la confondre avec un steak. Donc, il a pensé qu'elle ressemblait à un hamburger. Ensuite, pour ce qui est du cadrage, donc ce que je vous propose, là, je vais simuler deux types de cadrage, l'un avec une caméra type 4 tiers, comme l'Asie 294 ou l'Asie 1600. Hop, je remets le capteur à 0, excusez-moi. Voilà, degrés. Et donc, ce que je vous propose avec également une petite lunette comme la Scarfra 400, 400 mm de focale, mais ça peut marcher à 500 aussi, il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'on peut obtenir un centrage avec graphiquement
les 3 étoiles alignées horizontalement, qui nous dessinent donc une belle ligne, et puis les 3 galaxies comprises dans le coin en haut à gauche. Et alors, pourquoi je fais apparaître aussi ces 3 étoiles qui ont à la fois cet aspect graphique, mais aussi parce que sur la droite, on a une 4e galaxie qui est NGC 3593, dont certains s'accordent à dire qu'elle fait partie également de ce groupe. Ce ne serait donc plus un triplet, mais un quadruplet. Par ailleurs, vous avez par extension des études qui montreraient aussi que ces galaxies seraient comprises dans un super groupe avec M96 plus à l'est. Voilà, qui est dans cette zone. Donc, ce qui donnerait donc ce super groupe de galaxies. On revient au cadrage, donc, comme vous avez vu, avec l'inclusion de cette 4e galaxie. Si j'essaye avec un peu plus de focale, pour ceux qui sont entre 800 et 1000, alors j'ai aussi mon Ritchie Chrétien là, qui est réduit à 920, eh bien, vous voyez que ça passe difficilement avec un capteur 4/3, à moins de le mettre à la verticale, où ça peut encore fonctionner. Donc, je vous fais voir tout de suite avec 70 degrés. Hop. Et vous voyez le type de cadrage que ça peut donner. Mais bon, avec plus de focale, je vous conseille quand même la PSC, ASI 2600 ou la plupart des APN qu'on utilise en astro actuellement, et vous retrouvez le cadrage des 3 galaxies principales. Alors cette fois-ci, je les décalerai un petit peu sur la droite pour simplement laisser apparaître ce qu'on appelle la queue de marée de NGC 3628, la galaxie du hamburger, qu'on peut discerner un petit peu ici. Et puis, je vais vous mettre en insert une image en inversé pour mieux la distinguer, qui est en fait le résultat d'interactions avec notamment Messier 66, qui est là, et dont on voit qu'elle n'est pas symétrique. Hein, c'est lié à des interactions passées ou actuelles avec la galaxie du hamburger. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette cible qui fera son passage donc de mars à plus tard dans le printemps. Et voilà. Merci, merci. Et là, c'est nul. Ça, c'est nul à chier. De mars à... Et voilà ce que je voulais vous dire sur ce triplet de galaxies. Nous ferons de belles images pour ce printemps. D'accord, merci beaucoup Aurélien. Parmi vous les garçons, vous l'avez déjà photographié, d'autres conseils, compléments ou idées éventuellement? Ouais, enfin on peut juste dire qu'il faut la photographier en LRVB. Ouais. Alors est-ce que le H-alpha a de l'intérêt? Notamment, il y a des toutes petites zones H-alpha au niveau de la galaxie du hamburger. Bon, je suis pas sûr que ça en vaille franchement la peine. Ouais, c'est pour ça que je parlais en fait de nouvelle lune autour du 2 mars. Hein, c'était pour le LRVB, effectivement, dans mon texte initial. Donc, et puis faire attention aussi juste par rapport à l'étoile centrale qui est assez brillante et qui peut provoquer des halos. D'accord. Donc, expérience peut-être Ouais, j'avais eu des mauvaises expériences avec celle-là. Donc, attention effectivement en fonction du capteur qu'on a ou des filtres. À essayer de limiter ce halo au niveau de cette étoile centrale. Justement, des conseils sur les temps de pause que vous avez expérimentés en fonction de vos caméras et de vos rapports FD? À FD2, 30 secondes. FD2. Oui, mais c'est pas tout le monde non plus. Donc, pour mettons des FD d'humain standard à 5, par exemple. 300 secondes. 300 secondes 180. Ouais. T'es pas de capteur, ouais. Je pense pas qu'il y ait de risque de brûler, quoi, que ce soit de cramer. Mais bon, à la PN, tu peux poser. J'étais avec la 1600 et cet effet de micro-lentille qu'on pouvait retrouver justement sur cette étoile brillante. Voilà pourquoi j'avais bien diminué. Et de toute façon, c'est une caméra qui est faite pour poser court aussi, hein, à la base. Alors, la galaxie du hamburger, paraît-il, se photographie mieux avec un Mac et même avec un Big Mac.
Bravo Thierry. Tu as mis du temps à nous la faire, mais elle est très très belle. Merci beaucoup Aurélien pour le choix de cet objet, parce que c'est vrai qu'il ne me venait pas à l'esprit. C'est sympa à photographier en plus, c'est joli ce triplet, voire ce quadruplet. Merci beaucoup les enfants et merci pour l'ensemble de cette émission. Alors je voudrais quand même, parce que j'en ai pas parlé au début, c'était assez volontaire, parce que mon esprit pervers voulait lui laisser penser que peut-être j'y accordais pas plus d'importance que ça, mais j'aimerais qu'on adresse tous nos plus sincères félicitations à la dernière ISS de Thierry, qui est absolument merveilleuse devant la Lune. C'est une espèce de folie en termes de définition, de qualité d'image, d'instant saisi. Donc bravo Thierry, merci beaucoup aussi, puisqu'on a eu la chance de la voir quand même un peu en primeur, cette photo, et qu'on n'en était pas peu fiers. Et vraiment, mais alors, quoi pour après? C'est ça maintenant, parce que tu peux encore la faire mieux, tu crois? Si, je vais essayer de faire un peu plus de focale, mais le problème, c'est qu'elle va tellement vite qu'il faut des temps de pause courts. Et si je monte la focale, le temps de pause va se rallonger, le bouger va être plus visible. Donc, faut toujours trouver le compromis entre la focale et le temps de pause. Et puis, une image pas trop bruitée au final pour arriver quand même à la traiter. Donc, c'est toujours un peu prise de tête, un peu compliqué. Je vais peut-être essayer, je l'ai fait à la 200, la lunette de 200, je vais peut-être essayer au C14 justement en faisant du binning. J'ai essayé d'autres techniques. Voilà, mais ce n'était pas gagné parce que la soirée était quand même bien turbulente. La figure d'Eri dans la 200 était quand même bien agitée et je ne pensais pas arriver à une finesse comme ça. Et puis alors en plus, je me suis bataillé avec les bancs de brouillard qui allaient et venaient. Et 10 minutes, un quart d'heure après le transit, j'étais sous le brouillard. Voilà. C'est jamais gagné. Ouais. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est-à-dire que déjà, je pense que la plupart des gens ne réussiraient pas à essayer, ne serait-ce que de la tenter avec un temps parfaitement dégagé, mais toi, tu t'amuses à nous sortir ça au milieu d'un banc de brouillard. C'est juste formidable. Des occasions comme ça, les transits de pleine lune. Alors, c'est bien parce que la pleine lune, elle est brillante. La lune est brillante en pleine lune, donc ça fait des temps de pause plus courts. Donc, pour figer le mouvement, c'est l'idéal. Et puis, la pleine lune, elle est haute quand? La pleine lune, elle est haute en décembre-janvier. Donc là, c'est pas en juin que je vais faire un transit de pleine lune parce que la pleine lune est au ras des pâquerettes. Donc, l'ISS est loin, donc elle est petite. Les transits de pleine lune, c'est décembre et janvier. Donc, avec la météo qu'on a, faut que je tente toutes les possibilités, même quand la météo est incertaine. Écoute, bravo. En tout cas, la tentative valait le détour. La photo est merveilleuse. Les garçons, merci beaucoup. Donc, émission que je pensais courte, mais qui finalement a fait une durée normale. Mais alors, je trouve particulièrement remplie de conseils techniques intéressants et pointus qui plus est. Je vous donne rendez-vous à partir du mois de mars, en vous espérant des cieux un peu plus cléments que ceux que nous traînons depuis un petit moment. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine Star Party. Merci à tous. Ciao. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Merci.